Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dodan Lorcana, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien et on se retrouve aujourd'hui pour une decklist très originale créée par un joueur très fort sur la scène européenne. Il s'agit évidemment de Moyen, si vous voulez le prononcer à la française. J'ai eu la chance lors du tournoi influenceur de jouer contre lui, il a ramené cette decklist là. Bon, on m'avait un petit peu briefé sur ce qu'il jouait, donc l'effet de surprise était évidemment moins fort. J'ai réussi à remporter cette partie en gagnant le toss, hein, évidemment. C'est beaucoup plus simple lorsqu'on gagne le toss Lorcana. Bref, si le détail de ce tournoi influenceur vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram. Je vais poster un petit peu tous les matchs que j'ai fait, toutes les personnes, toutes les célébrités que j'ai rencontrées là-bas. C'était évidemment super cool. J'espère évidemment que ce sera refait l'année prochaine, voire même peut-être plus souvent, quoique c'est à Londres. Donc une fois par an, ça me paraît être le bon format. Dommage que l'événement ne puisse pas être streamé en direct des locaux de Londres. Ce serait évidemment incroyable. Surtout qu'ils auraient une flopée de casters sur place, prêts à partager tout ça avec toute la communauté. Bref, on verra comment ce tournoi influenceur évolue, mais c'était super cool. Avant de passer à la decklist et donc à la vidéo, je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà liker, commenter et partager cette vidéo, voire vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. On remercie également Oupi, le sponsor boutique de la chaîne que vous retrouverez du côté de Salange dans le 74 ou bien sur leur site internet oupi.eu. Le lien est évidemment dans la description, tout comme le lien vers mon Instagram si vous voulez en savoir plus un petit peu sur ce que je fais. Pas en dehors parce que je partage principalement que du contenu sur Lorcana, mais bref, si vous voulez en savoir plus sur mes activités lorcaniennes, n'hésitez pas à me rejoindre dessus. J'en perds le fil. Il y aura aussi dans la description le lien vers ma chaîne Twitch ainsi que le lien vers le Discord de la team Alter Ego. N'hésitez pas à nous rejoindre également dessus, plus on est de fous, plus on rit. Et on passe tout de suite à ce qui vous intéresse, à la decklist rouge-grise. Alors je sais que c'est des couleurs que beaucoup de personnes essayent de faire marcher depuis assez longtemps maintenant. Le gros problème évidemment du rouge-gris, c'est la pioche, mais on a eu une carte très intéressante au 7-9 en gris, mais qui peut évidemment s'insérer facilement dans le rouge, dans un gris-rouge, puisque elle est grise et donc rien n'interdit de la jouer dans un gris-rouge. Bref, c'est le Scar enfin roi, la 5-4 pour 5 non ancrables qui leur 2. Vos personnages alliés gagnent plus 1 de force. Ça tombe bien puisque à la fin de votre tour, si ce personnage est épuisé, vous pouvez choisir l'un de vos personnages alliés et piocher autant de cartes que sa force. Si vous le faites, défaussez 2 cartes et bannissez le personnage choisi de cette façon. Magnifique version enchantée au passage. Pour la faire clair, si jamais le texte peut paraître un peu compliqué au départ, vous pouvez jouer des alliés à la fin du tour. Si Scar et un allié est épuisé, vous pouvez bannir l'allié pour piocher autant de cartes qu'il a de force, puis en défausser 2. Évidemment, si vous avez des Pluto, ça devient très intéressant puisqu'il est 5-5 plus 1 avec le Scar, donc 6-5. Si vous le choisissez de le bannir à la fin de votre tour, vous allez piocher 6 cartes et en défausser 2. Donc globalement, vous allez garder les 4 meilleures cartes de vos 6 premières cartes de votre deck, donc de la grosse pioche. Donc évidemment, ce deck tourne autour des alliés, puisque vous allez devoir jouer des alliés pour générer votre moteur de pioche, mais pas que. Vous allez voir qu'il y a d'autres petits combos vraiment délicieux, notamment un combo avec la fée clochette. On avait vu lors de la méta du 7-8 un début de deck vraiment très intéressant, un rouge-bleu qui basait son gameplay sur la fée clochette, fée persévérante, puisque pour rappel c'est une 1-1 pour 2 en crabe qui leur 1 insaisissable. Chaque fois que vous jouez un personnage ayant 5 d'attaque ou plus, vous pouvez l'épuiser pour gagner 2 éclats de l'or. Donc ça vous permet de générer du l'or passif et surtout, ça marche très bien avec le Scar pour éviter de vous faire gérer le Scar le tour où vous le posez en attendant de pouvoir piocher. Vous allez pouvoir le poser, l'incliner grâce à la fée clochette, gagner 2 points de l'or. À la fin du tour, du coup, Scar est épuisé. Si vous avez un allié épuisé, vous pouvez directement piocher beaucoup de cartes. Donc voilà, ça peut vous aider si vous êtes vraiment si vous avez vraiment besoin de piocher, et en plus ça vous fait générer du lore. Donc pourquoi se priver? Sinon, le reste du deck est assez classique. On a en tour 1 des capitaines crochets et Mulan, soldat déguisé. Alors Mulan, elle a cette double faculté de pouvoir vous faire du quality advantage, c'est-à-dire de piocher une carte puis de défausser une carte de votre main, donc de défausser la moins bonne carte parmi celles qui vous restent en main. Donc c'est évidemment très intéressant. C'est d'autant plus intéressant que vous jouez l'alter Mulan Archer d'élite, réédité au 7-9 donc, que vous allez pouvoir altérer pour 5, et lorsque
lorsque vous l'altérez. Ce personnage gagne plus 3 d'attaque si vous l'avez joué en utilisant sa capacité alterne, donc ça devient une 5-6. Et chaque fois que ce personnage en défie un autre durant votre tour, il lui inflige des dommages. Choisissez jusqu'à 2 autres personnages et infligez à chacun autant de dommages. Vous remarquez que Mulan Archer d'élite a été rétrogradé au rang de super rare. Je sais pas trop pourquoi, je sais pas s'il pense que le power level de toutes les cartes a monté et du coup Mulan finalement n'est pas si forte que ça maintenant, ou alors si finalement elle a jamais été si forte que ça et du coup il n'y avait rien qui justifiait le fait qu'elle soit légendaire. Bref, en tout cas lorsque vous allez avoir votre petite Mulan en jeu, l'adversaire va toujours réfléchir à 2 fois avant de partir à l'aventure, enfin sauf s'il ignore que vous jouez l'alter, mais s'il se doute que vous jouez l'alter, il va réfléchir à 2 fois avant de partir à l'aventure. Ça va donc le ralentir. Si vous êtes un peu en retard, c'est évidemment très bien. Si jamais il fait pas attention, vous allez pouvoir le punir avec votre Mulan Archer d'élite, puisque quand elle va arriver, globalement elle va tuer 3 créatures et c'est fort plaisant. Pour aider à faire proc la fée clochette, on a évidemment Lumière Ardent Tammy, donc lui aussi un réédito 7-9. Vos autres personnages gagnent plus 1 d'attaque, donc c'est une 2-2 qui permet de booster vos autres créatures. Ça va booster évidemment vos alliés qui vont eux aussi être boostés par Scar, donc l'un dans l'autre. Vous allez piocher une carte de plus grâce à ce petit Lumière. 3 profs, parce qu'on peut pas compter que sur Scar. Ça peut être compliqué si on ne trouve pas notre Scar ou si l'adversaire le gère. Donc on préfère assurer le coup avec une des meilleures cartes de pioche en gris. Évidemment c'est le prof Chevalier Hardy que vous connaissez. 4 génies, dragon satisfait, la 3-4 pour 3 ancrable, killer 1. Qui gagne insaisissable durant votre tour, donc elle va chercher naturellement les Dumbo et chose très intéressante, c'est un allié, du coup il va devenir 4-4 lorsque vous jouez Scar et du coup une fois qu'il est 4-4 il peut aller prendre les génies en face, les génies violets ou même les génies dragons satisfaits et en fait survivre au combat, donc c'est évidemment très intéressant. Vous allez avoir 4 de force pour aller détruire un petit peu toutes les créatures insaisissables très pénibles que vous pouvez rencontrer dans la méta à l'heure actuelle. Dans la même idée, on a des Orville, l'Albatros R, 4-3 pour 3 ancrables durant votre tour, tant que vous avez un personnage Miss Bianca ou Bernard en jeu, ce personnage-ci gagne insaisissable. 4-3, donc pareil, ça va chercher les génies, ça va chercher toutes les créatures insaisissables à 4 de volonté ou moins. Très intéressant, mais par contre, pour que cela fonctionne, il faut avoir Miss Bianca, agent indéfectible, la 5-5 pour 6 ancrables, Killer 1, donc on a un petit peu vu dans les méta précédentes, notamment dans certaines versions de Steelsong. Jouer ce personnage vous coûte 2 de moins si vous avez un allié en jeu. C'est très intéressant puisque pour 4, vous allez pouvoir poser une 5-5. Elle chante aussi pour 6 et tout est vraiment bien pensé dans ce deck puisque vous allez pouvoir chanter la vie d'un pirate avec les Miss Bianca puisque vous allez pouvoir les chanter très tôt si vous en avez besoin. Ça peut être évidemment intéressant. Vous allez faire perdre 2 éclats de l'or à votre adversaire et vous en gagnez 2. Évidemment, si on joue des cartes comme Pirates Life, pourquoi se priver? On va emmener Maui demi-requin dans notre valise, la fameuse 7-5 pour 6 ancrables, insaisissable, killer pour 1. À chaque fois que vous jouez une carte action, vous gagnez un éclat de l'or et à chaque fois que ce personnage en défie un autre, vous récupérez une carte action dans votre défausse. Du coup, autant rejouer d'autres actions et pourquoi se priver puisqu'on a une des meilleures, si ce n'est la meilleure action du jeu en gris et même probablement l'action la plus snowball de l'Orcana, plus ardent que le feu des volcans. Lorsque vous êtes devant sur le board, cette carte est redoutable puisque l'adversaire va vraiment peiner pour revenir vous embêter, contester le board. Ça devient vraiment très compliqué puisque choisissez un personnage et infligez lui autant de dommages que vous avez de personnages en jeu pour 3 ancrables qui se chantent. C'est très fort. Le plus tôt on l'a vu, c'est un allié, c'est très intéressant. On a la Namari, rival obstiné, qui elle aussi permet de faire beaucoup de quality advantage. C'est très intéressant de pouvoir aller chercher des cartes dans sa bibliothèque, même si vous en défaussez une, vous allez garder la meilleure des deux. Si vous n'avez pas de carte en main, c'est évidemment embêtant, mais c'est moins grave puisque à chaque fois que vous allez défausser une carte, vous allez pouvoir augmenter la force de Namari puisque ce personnage a plus 1 d'attaque pour chaque carte dans votre défausse. Elle n'est pas alliée, elle ne combote pas avec Scar.
Mais voilà, même si vous avez 0 carte dans votre main, il peut être intéressant de quand même faire son effet. Je pense que dans les TCG, il faut jouer de manière optimiste, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire si je pioche avec Namari, je vais piocher la carte qu'il me faut au prochain tour et du coup je vais la perdre. Il faut plutôt partir du principe que Namari va gagner un de l'or et que vous allez jeter une mauvaise carte. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je vois le jeu. Si vous jouez de manière non pas optimiste mais plutôt pessimiste, je pense déjà vous rentrez dans un mauvais état d'esprit qui peut mine de rien ronger un petit peu et venir ternir un petit peu votre plaisir en jeu, voire même votre prise de décision, alors que si vous jouez de manière optimiste, bon alors ce sera pas tout le temps, vous allez des fois être déçu, mais globalement ça va essayer d'enclencher quelque chose, un espèce de cercle vertueux dans votre esprit. Donc ça n'a rien à voir avec ce deck, hein. C'est d'une manière générale, je pense qu'il faut être un joueur optimiste dans les TCG, essayer de voir le meilleur dans ce qui peut se passer plutôt que de voir le moins bien, mais dans la vie en général je pense que c'est quelque chose qu'il faut essayer d'appliquer. On va évidemment jouer enfin évidemment non, parce que c'est une carte qu'on a quasiment jamais vue, le Hercule, héros bien aimé, la 6-5 pour 6 ancrables qui leur 2 rempart, résistance 1. Donc ça c'est une nouvelle carte du... Enfin non, c'est pas du tout une nouvelle carte, mais c'est une réimpression d'une carte qui n'avait été jamais jouée avant. Ici, elle peut être intéressante. 6-5, résistance 1. Ça fait quand même un gros mur à passer. Dans la méta actuelle, c'est évidemment pas mal. Ça lord 2. Donc pourquoi s'en priver. L'autre carte que j'aime beaucoup, qui vient en plus créer une shift line dans le deck, c'est la Fée Clochette Fée Géante, donc qui a sa magnifique version enchantée et qui a été réimprimée dans le set 9. La Fée Géante, donc vous connaissez certainement si vous jouez à l'Orcana. Je trouve que c'est un peu une carte emblématique de l'Orcana, enfin à mon sens l'illustration, tout, en fait ça nous plonge directement dans l'univers de l'Orcana. Cette carte est vraiment très sympa, elle a vraiment quelque chose de particulier. Bon, c'était une carte du set 1 évidemment, et puis elle a cette aura, je trouve, d'apporter une âme au jeu. C'est une 4-5 pour 6 ancrables qui lord 2, qui s'altère pour 4 donc, et lorsque vous jouez ce personnage, vous infligez 1 de dégâts à tous les personnages adverses, et durant votre tour, chaque fois que ce personnage en bannit un autre via un défi, vous pouvez choisir un personnage adverse et lui infliger 2 de dégâts. Contre les decks aggro, c'est évidemment très fort. Vous allez pinguer un peu partout, taper dans une créature et répercuter les dégâts. La Miss Bianca, on l'a déjà vu, et je crois qu'on a fait le tour. Seulement 7 non-ancrables, c'est toujours plaisant. Les decks qui jouent très peu de non-ancrables, ça vous donne moins de chances de briquer. Bon, on pourrait mettre 4 profs et pourquoi pas enlever une Bianca par exemple, si vous avez vraiment peur de ne pas piocher assez. Mais voilà, c'est un deck qui, à mon sens, mérite d'être testé, mérite peut-être d'être peaufiné. En tout cas, Moyen, c'est un très bon joueur. S'il a ramené ce deck, c'est évidemment qu'il pense que ce deck peut faire quelque chose. En tout cas, il avait envie de le tester, et voilà, c'était fort intéressant en tout cas de jouer contre lui, de voir un petit peu comment est-ce qu'il crée ses plays et tout. C'était vraiment super cool. Bref, on va essayer d'illustrer tout ça sur Inktable, et on se retrouve tout de suite sur Inktable. Et c'est parti, on enchaîne tout de suite contre Blurple, on l'a mis en contrôle. On a la chance de commencer cette partie, donc ça peut nous permettre de respirer un petit peu, puisqu'évidemment, quand on commence, on a un léger avantage, voire même un gros avantage dans l'Orcana, donc on va pas s'en priver. Tour 2, tour 3, il nous faudrait un tour 1, on a un tour 4 ici, qui combotte en plus bien avec Orville. On va garder le plus ardent. On n'a pas de tour 1. Je pense qu'on va ancrer Pirates Life. Pour l'instant, on n'en veut pas. Bon, pas de tour 1, c'est évidemment pas terrible, surtout quand on joue contre Blurple. On sait qu'on veut aller vite, plus vite que lui en tout cas. Et là, bon, c'est pas ce que nous propose le jeu. Est-ce qu'on préfère un Hercule ou une Fée Clochette? Sachant qu'on joue 4 Fée Clochette et 2 Hercules, je pense qu'il vaut mieux jeter la Fée Clochette. Et en plus, Hercule combotte avec la petite Fée Clochette, là où la petite Fée Clochette évidemment s'altère sur sur la petite Fée Clochette, mais on bénéficie plus des plus 2 de l'or, et je pense que c'est important de gratter ces points de l'or dès qu'on peut. Ça malheureusement on le veut pas tout de suite. Ça aurait été pas mal avec Orville. Mais ça fait tout délayer d'un tour, je pense qu'on peut pas se permettre d'attendre. Surtout qu'il a fait son typo. Là par contre on peut partir à l'aventure pour l'instant, il n'est pas encore sur son T5 avec ses Elsa, donc pas de panique. Au prochain tour on va pouvoir jouer Bianca. Ça c'est plutôt bien.
pourquoi pas lui tuer son Rafiki. Ah, dans un autre monde, terrible. Il va nous empêcher de l'aurer 2. Donc là, on peut re-ancrer une fée clochette, jouer la Bianca. Je pense qu'on va la jouer un petit peu contrôle. On sait que le Blurple, s'il a du mal à piocher, c'est globalement notre chance. Donc là, on va le faire. Lui, en plus, il est hors d'atteinte tant que j'ai une... insaisissable tant que j'ai une Bianca. Parfait. On va pouvoir prendre le trade. Le génie, est-ce qu'on le veut? Je pense qu'on va le jouer. On pourrait jouer ces deux et défausser le reste. On pourrait jouer ces deux et jouer plus ardent, surtout. Sur le génie. Et prendre... c'est pas si mal, hein, je pense. Donc là, on fait pas l'effet. On va chanter plus ardent sur le génie. Et on va aller taper ici. Il nous reste un Hercule. Donc là, si on a une ancrable, on a Hercule, mais on n'a plus rien. Si on trouve Scar, on est bien. Ça nous gêne pas, il va pouvoir venir prendre un trade, mais il n'y a pas grand chose. Pas grand chose à se mettre sous la dent. Il nous offre en plus sa Elsa, c'est très très mal joué. On a la Mulan. Non, je pense que là je veux jouer le Hercule pour protéger mon board. On va le jouer en bodyguard. Lui va aller chercher la Elsa, comme ça personne ne meurt. Et on quest avec tout. On a réussi ce qu'on veut faire avec ce deck, c'est-à-dire contrôler, en tout cas nettoyer le board via nos personnages gris et rouges. Bon, on arrive dans les tours durs hein, où le Blurple commence à être assez puissant, même si bon là il joue Yago et pas de Hades, donc ça nous va. Nous on trouve une Namari. Malheureusement on aime bien trouver Namari quand on a une carte en main. Pourquoi? Pour profiter de son effet. Bon là c'est pas très grave parce qu'on a le board. Blurple gère très mal les boards qui se sont propagés, donc là normalement la partie devrait être gagnée. Après on était premier joueur, donc hein, tout le temps pareil, lorsque vous êtes premier joueur ça augmente vos chances de gagner la partie. Ça c'est un peu pénible. Il enlève le hors d'atteinte à Orville, le insaisissable, donc là on peut pas faire l'effet. Par contre on va pas se priver, on va poser une deuxième Namari. On va faire l'effet juste pour augmenter la force de Namari. Peut-être qu'il faut le faire en fait à chaque fois. Là on va juste aller chercher lui et après on va partir avec tout le reste. Là on fait un début de partie, enfin on fait une partie où on est un petit peu l'agresseur, donc on peut se permettre d'aller gérer un petit peu où on veut. Lui en plus il nous propose des trades à chaque fois assez avantageux. Là il blesse son Hades un peu inutilement, ça nous fait gonfler nos Namari. Il trouve qu'il trouve garde, alors à partir de ce moment là attention, on sait que qui trouve garde c'est évidemment une carte un peu clé pour le Blurple. Il faut qu'il trouve ses options de pioche et il faut qu'il arrive à creuser en tout cas. Je pense qu'on va le faire juste pour faire gonfler les Namari. En plus ça nous évite des mauvaises draws et ça nous permet de trouver une bonne draw. On le dit hein, que souvent il faut jouer en étant optimiste. Là je pense que ça se vérifie en fait. On peut jouer en se disant on va acheter des grosses cartes, ou alors on peut se dire on va jeter des mauvaises cartes et trouver une bonne carte. Je pense que dans le jeu il faut jouer de manière optimiste. Il faut essayer d'être de jouer en se disant que ça va bien se passer, sinon en fait on va souvent hésiter de faire des plays et je pense que c'est pas bon. Et là on a juste gagné parce qu'il ne peut rien faire. Donc Blurple, ça se passe si on est premier joueur. Quand on est deuxième joueur, c'est évidemment beaucoup plus dur. C'est Elsa arrive un tour plus tôt. Ça peut nous embêter. On n'a pas fait le combo avec... là, on n'a pas obligé de le faire. De toute façon, on a gagné. Et en plus, on trouve une troisième Namari. Là, on va le faire juste pour voir. On jette un Pirate's Life, dommage. Et on va pouvoir partir à l'aventure avec tout. Remporter ce premier match. En étant premier joueur, hein, il faudrait évidemment jouer plus de matchs en étant second pour voir un petit peu comment le deck se comporte. On va jouer contre Vert Bleu, puisque je pense qu'il y en aura beaucoup à Bologne. Ah bah tiens, cette fois-ci on est deuxième joueur contre le deck Hard Control. Donc attention, par contre c'est pas trop mal, on a Mulan qui pourrait faire des carnages dans les lignes adverses. On veut pas les deux Scar, je pense.
Strength of Raging Fire, on va le garder si jamais il tarde à faire un sous l'océan. Clarabelle. On va ancrer Pirate's Life, on n'y est pas du tout. On va préférer jouer Capitaine Crochet pour la défense. Bon, il nous offre sa Clarabelle, c'est totalement stupide, surtout si là il joue typo. Donc là c'est évidemment un très très mauvais play de sa part. Il faut plutôt garder sa Clarabelle pour pourquoi pas altérer Baymax, ou si on veut faire un sous l'océan très tôt, ou alors garder pour pouvoir altérer Clarabelle plus tard. Là c'est évidemment un très mauvais play. Je pense qu'on va jeter Fée Clochette. J'aurais pu commencer par jouer Mulan. Ça m'aurait permis de jeter Prof, mais j'ai pas envie de jeter Prof en fait. Là on a notre tour 3, notre tour 4, notre tour 5. Si en fait c'est Prof qui s'en va. Évidemment, on va chercher la Clarabelle. On veut pas laisser ce genre de choses sur le terrain. Surtout qu'il est déjà à 4 d'angle, donc au prochain tour il peut altérer. Si le bleu vert n'arrive pas à altérer, n'arrive pas à trouver sa pioche, normalement c'est bon pour nous. C'est un petit peu, c'est un deck capricieux. Je pense que je vais ancrer ça et je vais plutôt vouloir générer des points de l'or. On va passer, donc là elle va être à 5. Je pourrais l'incliner, bon évidemment je ne vais pas le faire. Quand elle arrivera, je veux profiter de son attaque chargée. You're welcome. Ouf, il le fait sur entre guillemets la mauvaise cible. Par contre le problème c'est que là on n'a pas d'allié, donc il nous a retardé un petit peu d'un tour ce qu'on voulait faire. Tour 5 on a bien envie de jouer ça. Ou la Mulan s'il nous laisse tout ça sur le board. Est-ce que c'est pas Orville qui s'en va? Et on joue un Pluto et on passe. Il a plus qu'une carte, il n'a pas tant que ça réussi à... Bon, il a rampé 2 fois, alors attention, ça peut évidemment vite atteindre le tour 6 ou le tour 5. Attention, dès qu'il arrive au tour 7, il a tout ce qu'il lui faut pour être pénible. Mais là, c'est pas mal, il nous offre en fait une cible parfaite pour notre Mulan. On va pas s'en priver. On va jouer la Mulan là-dessus. On va aller défier un typo et répercuter les dégâts sur tout ce qu'on veut. On nettoie le board, on part à l'aventure avec notre Pluto. On score notre premier point de l'or, il n'a plus qu'une carte en main. C'est typiquement la situation catastrophique pour le bleu vert, même si il est arrivé à 7 d'encre. Donc là, il va pouvoir commencer à trouver pas mal de choses. Je pense que là, on peut se débarrasser de ça. On va plutôt développer une Namari pour profiter de l'effet pioche des fosses. Je pense que je veux pas de Namari. Et là, je vais juste partir à l'aventure avec tout le monde. On le rattrape, il a pas de board, il a rien du tout, il a une carte en main. Même si c'est un sous l'océan, maintenant, ça nous fait plus peur. Il ne fait rien, donc c'est probablement un sous l'océan puisqu'il n'a pas pu ni ancrer ni jouer. Donc là on va défausser le génie. On va jouer le Hercule, on va le mettre en rempart et on va partir à l'aventure avec tout. Bon, c'est un petit peu un deck capricieux le bleu vert globalement s'il n'arrive pas à générer de la pioche. Souvent malheureusement il s'effondre, bon là il va réussir à piocher mais je pense que c'est un peu tard. Il trouve ses Picsou. Nous cette fois-ci on profite à fond de l'effet de Namari. Je pense qu'on va acheter la fée clochette. On va jouer ça. Je pense qu'on peut se permettre de chanter pour aller détruire la carte qui nous embête le plus. Ça nous fait gagner un de l'or. On pourrait même chanter une deuxième. Non, parce que là, on l'aura avec 2, avec tout. Là, on va juste partir à l'aventure avec tout. On part à 16. Et bonne chance à notre adversaire pour nous stopper. À ce moment-là de la partie, ça devient évidemment très compliqué. On va passer. On a toujours notre Maui demi-requin. Donc bleu-vert, un deck très capricieux qu'il faut, je pense, maîtriser.
Il faut un petit peu de temps en tout cas pour être à l'aise avec le bleu-vert. On peut profiter du lore bonus avec le Maui demi-requin, histoire de jouer comme il faut et partir à l'aventure avec tout. On passe à 20 et quelques et on va en faire une toute dernière puisque ça va quand même assez vite. C'est un deck qui... c'est pas vraiment un deck contrôle, c'est plutôt un deck mid-range. Même si on a un petit peu de récursivité sur les cartes potentiellement de contrôle avec Maui demi-requin. Et je pense qu'on va jouer... Non, c'est pas ce deck là, ça c'est un très vieux deck. On va jouer la version hyper aggro, donc c'est la version de Frank Karsten. Ça on aura un peu balayé les... Bon, il nous manquerait un gros midrange, genre un violet gris. Mais on aura un peu balayé tout ce que fait le jeu. Donc ça fait clochette, c'est monstrueux contre aggro. Ça peut être pas mal. Ça on s'en fiche. Et ça on s'en fiche. Donc ça c'est évidemment pas mal parce que ça va donner des meilleures, des plus grosses cartes en tout cas. Ça on va garder parce que c'est un allié. Potentiellement, mais on préférera sur le tour 4 shifter la fée clochette. Je pense qu'on va en jeter une. On va jouer ça pour nettoyer un petit peu notre main. Donc là on a un tour 2, on a un deuxième tour 2 et on n'a pas de tour 3. Je pense qu'on va jeter quand même lui et on va passer. En plus on risque fort de piocher des cartes grâce à Daisy. Et ça évidemment on aime dans un deck violet-gris qui parfois peut peiner à trouver les cartes. C'est évidemment très plaisant. Donc là lui il fait ce qu'il doit faire, hein. Il va mettre du board, il va essayer de nous embêter pas mal. J'aurais peut-être pu le garder pour au tour 3 faire des choses un peu mieux. On va jouer lui et on va passer. Donc évidemment si on trouve l'Alter Mulan c'est quasiment fini. On va piocher à chaque fois, on va pas s'embêter, on va pas se faire des nœuds au cerveau, il n'y a pas besoin. On va quand même pouvoir prendre des trades ici. Attention quand même, hein, ça va vite, les hyper aggro. La reine, donc carte qui n'est pas jouée dans toutes les versions d'hyper aggro, mais qui est jouée dans la version de Frank Karsten. Donc, on va partir quand même, on va partir commencer à faire un petit peu le ménage. Est-ce qu'on prend un trade avec... c'est un petit peu embêtant parce que ça veut dire qu'on... Elle sera 2. Ouais, au prochain tour, on va l'altérer. Ça va mettre 1 à tout le monde. Autant garder la Mulan. Autant garder la Mulan puisque l'alter va tuer la Mulan d'en face. Donc là, on va prendre un peu cher sur ce tour. Normalement, au tour suivant, ça va se résoudre un petit peu mieux. Donc là, on pioche énormément de cartes. Maintenant, il va falloir stopper l'hémorragie. Et il a donné résiste. Ici, nous, on peut ancrer ça. On va évidemment tout de suite jouer. Donc ça, on veut pas le faire. Ça, on veut faire son effet. Blesser tout le monde partout. On va aller défier ici. Tuer la Penny. Elle va aller prendre là. Et le lumière, je pense qu'il va rester assez sagement ici. On va même partir à l'aventure. Il faut qu'on commence à y aller. Donc là, on a fait le tour qu'on voulait. On a attendu un petit peu. Il est stabilisé quand même assez bas. Oula, attention, ça c'est embêtant. Mais avec notre fée clochette, c'est évidemment beaucoup moins pénible puisqu'on va pouvoir aller ricocher sur la Lady. Donc là, on peut en créer quelque chose. On a des alliés. On pourrait jouer sinon une... On va plutôt jouer une Namari parce que Namari, évidemment, ça grossit avec le temps. Donc il faut faire son effet pour faire grossir notre Namari. Là, il nous a offert un trade un petit peu délicieux. Ce qui nous permet d'aller chercher la Lady derrière. Partir à l'aventure. Et là, normalement,
Ça va commencer à être dur, il va poser une créature par tour. S'il incline, nous on le menace avec notre fée clochette. On aimerait en piocher une deuxième pour vraiment terminer la partie. Ça c'est très bien. Je pense qu'on peut jeter un Hercule, on n'en a pas besoin tout de suite. On va ancrer lui. On va jouer un Maui. J'ai presque envie de sauvegarder un petit peu ma fée clochette. Lui, il a fait son boulot. Maintenant, on va juste pouvoir partir à l'aventure avec tout le monde. Profiter de la double l'horreur à 2. Pour 4, qu'est-ce qu'il peut jouer? Un Pluto. Bon, ça nous interpelle pas trop. On va jeter notre Pluto. On va jouer une Namari pour essayer de trouver pourquoi pas un plus ardent, histoire de... Ah, on trouve une fée clochette. Je pense que fée clochette c'est évidemment pas mal. Non, on va arrêter là. On va chanter avec Maui, vide pirate, histoire de le faire redescendre un petit peu. Nous en plus on va bénéficier d'un point de plus. Et on va juste partir à l'aventure avec tout. On le rattrape et on lui dit que la partie est globalement déjà terminée. On va mettre un petit peu de temps à la finir, mais il va pas pouvoir y faire grand chose. Il prend un trade s'il veut, si ça lui fait plaisir. Nous on va pouvoir aller le récupérer avec Maui, rechanter Pirate's Life et normalement ça devrait clôturer la partie. Donc on va aller le faire évidemment. On va l'aurer 6, 7 et normalement la partie est juste terminée. On quest avec tout. On passe à 17 et on termine la partie avec un joli petit Pirate's Life bien positionné, 19 et 1 qui font 20. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter et partager celle-ci, voire vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et ou une excellente soirée, tout dépendra évidemment du moment où vous choisissez de regarder cette vidéo. Allez, salut!